Et ça n'arrive pas qu'au niveau national, ça arrive aussi à Roubaix. J'ai travaillé à Roubaix pendant plus de 10 ans. Et ces cas-là, je les ai vus, je les ai entendus. On a sollicité la mairie, on a interpellé, d'où le monde associatif. Qui viennent en aide pour ces personnes. Et moi, pourquoi je suis là en face de toi ? C'est justement parce que tu es candidat donc à la mairie. Et c'est surtout pour indiquer, il ne faut pas oublier, il faut interpeller toutes ces personnes. J'ai dit plus de 6% de personnes en situation de handicap. On ne les appelle pas juste pour voter. C'est des personnes qui sont là, qui font partie de la société. Je dis nous parce que j'en fais partie. Nous ne sommes pas exclus. J'aime pas ce mot-là. D'ailleurs, le mot quand on dit voulez-vous vous intégrer, je suis pas intégrée en fait, puisque je n'ai jamais été exclue. Je fais partie de la société. Donc ce mot d'intégration me gêne un peu. Ce mot d'inclusion me gêne un peu. Pourquoi ? Parce que quand tu inclus quelqu'un, c'est que tu l'as exclu, on revient à la même chose. Et je fais partie de la société comme toutes ces personnes en situation de handicap. Moi, j'ai 2 questions à te poser. Est-ce que les questions que tu m'as posées, tu les as posées à d'autres candidats ? Est-ce que tu as pu rencontrer d'autres personnes, des décideurs qui ont pu t'éclairer sur leur position ou jusqu'où ils étaient capables d'aller, jusqu'où ils étaient capables de entre guillemets, aider la cause ? Alors, le maire actuel, j'avoue, pas de nouvelles, c'est lettre morte. On ne peut pas leur demander non plus de faire le Taj Mahal juste avec un bout de carton. Les Saureuses, le podcast qui tourne plus vite que la langue de bois. T'as des questions qui dérangent ? Des vérités qui doivent sortir ? Dans Les Saureuses, Karim Amrouni passe à la machine. Pas de blabla, pas de filtre, juste tes questions cash sur absolument tout. Dans Les Saureuses, tout passe et seules les vérités sortent intactes. Alors, prêt à lancer la machine ? Viens appuyer sur ton programme dans Les Saureuses. Tout d'abord, à mon tour de te remercier. On est dans les remerciements, donc à mon tour de te remercier de m'accueillir. Pourquoi être là aujourd'hui avec toi ? Tout simplement parce que nous sommes au mois d'octobre, c'est l'automne, c'est beau, mais c'est aussi Octobre Rose. La prévention, la santé, la maladie. Tu as été adjoint à la santé, tu es orthodontiste. J'imagine que la santé pour toi, c'est quelque chose qui te porte. Et donc, je viens vers toi tout simplement, puisque nous sommes Octobre Rose. Et je voulais parler de prévention, de santé. Et malheureusement, pour beaucoup, la santé peut aussi engendrer un handicap invisible, un handicap qui peut être visible. Et c'est un sujet qui, à mon sens, est primordial, indispensable, puisqu'on est tous amenés à être handicapés à un moment de sa vie. Donc voilà. Moi, je te remercie d'aller aussi vite dans le creux du sujet, en tout cas celui qui t'intéresse pour le début de cette rencontre. Alors, comment ne pas être sensible quand on a passé sa vie à vouloir être formé dans le domaine de la santé, être sensible à toutes les formes de handicap déjà, et puis être sensible à ce qui touche une bonne partie de nos concitoyens, c'est-à-dire une maladie terrible qui s'appelle le cancer. Est-ce que les gens sont plus sensibles aujourd'hui au handicap ? Bah oui, parce que la population tend à vieillir et que, à travers du vieillissement, on va tous rencontrer à un moment ou à un autre, comme tu l'as dit avec élégance, le problème du handicap, si on peut appeler ça un problème. C'est-à-dire que si la société accueille le handicap avec bienveillance, on va pouvoir surmonter cet écueil qui traversera les générations et qui pourra demain ne plus s'appeler un handicap. Alors on voit bien, il y a des avancées qui sont incroyables pour essayer de contrer ces étapes de la vie. On voit des malvoyants commencer à pouvoir s'adapter avec des greffes, des outils accompagnés par l'intelligence artificielle qui ne permettent pas une vie normale, on va dire, de voyants, mais une vie qui, au final, se retrouve moins terrible, moins plongée dans une forme de nuit permanente. Et qui peuvent avoir une vie pratique, enfin que je voyais, tu as raison, quasiment, enfin là je parle des malvoyants et des non-voyants qui peuvent avoir une vie quasiment normale grâce à la nouvelle technologie, je suis complètement d'accord avec toi, qui peuvent accéder à des métiers qui soient professeurs, juges, historiens, et là je parle de personnes que j'ai déjà vues, par exemple on parlait de communication, ils peuvent être directeurs de com, ils peuvent être, enfin voilà, tous des métiers qui étaient à l'époque fermés pour cette population. Mais si on revient, on fait le focus sur le handicap à Roubaix,
là, il y a un chiffre qui m'a surpris. On a 3062 personnes ayant l'allocation adulte handicapé à Roubaix. Là, je parle que des personnes qui ont l'allocation adulte handicapé, donc qui ont été reconnues en situation de handicap avec une allocation handicapé. Donc, j'enlève les personnes âgées, j'enlève les enfants qui pourraient monter à 5000, entre 5000 et 8000 personnes en situation de handicap à Roubaix, qui veut dire à peu près 8% de la population. Et pourtant, on ne les entend pas. Enfin, aujourd'hui, on est bien d'accord. Après, on verra par la suite. Mais aujourd'hui, on ne les entend pas. Et là, toi, moi, ma question, c'est, toi, aujourd'hui, ton regard par rapport à ça? Par rapport à Le fait qu'on n'entend pas du tout les personnes en situation de handicap, ou tout au moins, on ne leur donne pas la parole. Alors, je ne sais pas si on ne donne pas la parole ou s'ils ne la prennent pas. Tu vois ? Et moi, je pense qu'on doit aménager ces temps de parole et d'échange qui permettent à ce type de population de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner des idées, de pouvoir empêcher qu'on s'accommode d'une ville qui n'accepte pas ou très peu le handicap. On a des progrès qui ont été faits qui sont importants dans ce domaine-là, surtout sur l'accessibilité, mais il reste beaucoup à faire, et ça, je peux te l'accorder. Quand on sait que, d'après tes chiffres, il y a 10% de la population roubaisienne qui subissent ou qui vivent avec une forme de handicap, quel qu'il soit, on se dit que ce n'est pas une variable, c'est une partie de la population et pas des moindres. Et puis, je me suis toujours demandé, si on arrive à dépasser le cap du handicap et de se dire on va créer une ville où tout le monde aura sa place, ce qui est accessible pour une personne ayant un handicap le sera encore d'autant plus facilement pour une personne qui n'est pas handicapée. Et puis, moi, je trouve que c'est un investissement, si on parle en termes de gestion, c'est un investissement pour l'avenir, parce que plus on va rendre cette ville accessible, et plus les personnes pourront y vivre. Oui, complètement. En vieillissant. Oui, en vieillissant, il faut le souligner. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que là, on a ce qu'on appelle, c'est peu élégant, mais ce qu'on appelle le tsunami gériatrique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un vieillissement spontané de la population qui est important. Et puis, ne pas prendre ce genre de décision aujourd'hui, c'est prendre l'écueil demain. Et je pense qu'une personne comme toi peut nous aider à aller de l'avant et peut nous aider surtout à voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à passer ce palier ou ce plateau de verre ? Et ça, c'est là-dessus que je t'attends, parce que c'est là-dessus que tu vas pouvoir fournir, en tout cas m'interroger humainement. Et c'est là-dessus que je vais pouvoir me demander quelles sont les solutions à produire très rapidement, facilement, pour que tu ne te sentes pas exclu d'une société qui va trop vite. Oui, c'est une exclusion forcée, on va dire ça comme ça, puisque là, tu parlais tout à l'heure, effectivement, il y a une explosion au niveau de la gériatrie, plus particulièrement les personnes âgées, dans le sens où on met sur le fait qu'elles ne voient plus, qu'elles n'entendent plus, qu'elles ne marchent plus sous le compte de la vieillesse, alors que ça devient un handicap. Donc il y a cet aspect-là. On va rester sur les personnes âgées où bien souvent elles se retrouvent isolées chez elles, etc. On a le CCAS aujourd'hui à Roubaix, donc il y a un pôle ressources handicap avec 11 agents qui gèrent ce service, pas que le handicap bien entendu, mais qui pour moi est les moyens sont dérisoires par rapport à la demande. Là, tu me disais, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est déjà informer les agents du CCAS à l'accueil des personnes en situation de handicap, déjà d'une part, à tout ce qui concerne les dossiers auprès de la MDPH. Bien souvent, les agents ne sont pas formés. Ils se retrouvent. Je jette pas l'opprobre sur les agents. Voilà, ils sont submergés de demandes. On peut pas leur demander non plus de faire le Taj Mahal juste avec un bout de carton. Donc, c'est peut-être aussi essayer de les former, mais c'est de créer des points de support. Donc là, au niveau des personnes âgées, c'est vraiment un relais. Je me répète, mais ils se retrouvent isolés, mais alors sans compter les enfants. Tu parlais aussi d'accessibilité. On va parler d'accessibilité. Ce qui m'a frappé, c'est que à la communauté, donc tu es conseiller roubaisien à la MEL, ouais. Donc à la commission intercommunale donc pour l'accessibilité à la MEL, on n'a aucun élu de Roubaix.
Il n'y a pas que Roubaix, hein. Mais dans tous les cas, en concernant Roubaix, il n'y a aucun élu qui représente, on va dire, Roubaix au point de vue du handicap à la MEL. Et ça, je trouve ça dommage. Mais c'est dommage, c'est d'autant plus dommage que que tu as réussi à avoir cette information, parce que ça doit t'attrister. Oui, j'y suis, donc je vois bien qui est, mais... Mais tu vois, aujourd'hui, je pense très honnêtement que dans un conseil municipal qui se respecte, il devrait y avoir sanctuarisé une personne suffisamment sensible au handicap, donc certainement une personne qui le vit dans son quotidien et dans sa chair, pour faire avancer cette notion de nous serons un jour, nous aussi, potentiellement, des personnes déficientes. Et à ce titre, nous ne laisserons jamais personne sur le bord de la route et nous n'inventerons pas la ville de demain sans porter une attention particulière à ce qu'est la vie d'une personne handicapée dans une cité comme celle de Roubaix ou même dans une cité comme celle de Lille ou de Villeneuve d'Ascq, peu importe où on se situe. Je pense que la métropole doit prendre ce problème à bras-le-corps, si tant est qu'on puisse appeler ça un problème, en tout cas cette ambition à bras-le-corps, et la porter vraiment comme une politique publique fédératrice. Moi, je te le dis, demain dans Roubaix, au conseil municipal, il est important, et là quasiment je te tends une perche, il est important qu'une élue puisse prendre le parti de se dire que Roubaix sera exemplaire dans ce domaine. Ok. Merci déjà pour la perche tendue déjà, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pas mal de questions par rapport au handicap, par rapport à l'accessibilité, par rapport à l'emploi, donc c'est pour ça que je reviendrai après par rapport à ça. Mais dans tous les cas, si on continue par rapport à l'accessibilité, tu es président de la Fabrique, donc tu gères des projets autour de tout ce qui est rénovation, etc. Et je voulais savoir si justement l'accessibilité était prise en charge. Ou est-ce qu'on en tient compte en tout cas ? On en tient toujours compte parce que la loi est faite ainsi. Alors, c'est très particulier à la Fabrique des quartiers. On est dans le diffus. On est dans les plans de PMR4, c'est-à-dire les quartiers anciens. Donc, on fait beaucoup de rénovation. Et dans la rénovation, on part d'un existant. Et dans cet existant, on essaye de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse y vivre. D'accord ? Nous, on est sous la contrainte. Le neuf, les moins, puisqu'il crée de toutes pièces un lieu de vie. On est extrêmement sensibilisé au sein de la Fabrique des quartiers à ces problématiques. Je vais te dire que sous mon mandat, il y a eu 2 problématiques qui ont été extrêmement... sur lesquelles on a porté une attention très particulière. Le vieillissement de la population, donc irrémédiablement, irrévocablement, le handicap. Et puis, la deuxième chose sur laquelle on a énormément travaillé, c'est l'égalité. L'égalité homme-femme. Donc, au sein de l'entreprise, on s'est arrangé pour combler cette inégalité de salaire et combler au maximum l'égalité de traitement qui est faite entre les hommes et les femmes. Donc, tu vois, c'est 2 sujets sur lesquels je travaille énormément, sur lesquels j'ai une attention particulière, parce que je pense qu'une société qui n'assume pas et qui n'arrive pas à régler ces problèmes-là est une société qui, quelque part, ne reconnaît même pas ce qu'elle est. Complètement. Et donc, par rapport à Roubaix, si on revient par rapport d'une façon générale à Roubaix, comment tu vois l'accessibilité ? Est-ce que tu trouves aujourd'hui, d'ailleurs, que Roubaix est accessible ? Alors, quand je dis accessible, on peut pas. J'entends, hein, une ville ne peut pas être accessible à 100%. On voit Villeneuve d'Ascq à côté, qui est quand même une ville pilote à ce niveau-là. Alors, comme tu l'as dit, Villeneuve d'Ascq est une ville pilote parce que c'est Villeneuve. Oui, donc, tout à fait. Ils sont partis de quelque chose qui était en construction pour essayer d'avancer sur ce sujet-là. Une ville comme Roubaix est une ville ancienne, historique, et donc le saut à faire, le gap à faire est beaucoup plus important. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faille pas le faire. Il faut trouver des solutions qui doivent être adaptées et qui nous permettent de se dire qu'une personne possédant un handicap puisse circuler d'un bout à l'autre de la ville sans entrave. C'est établir une stratégie, c'est établir un plan
là, on est en train de faire un plan pour les piétons, par exemple. On peut aisément penser le plan du handicap, se dire quels sont les bâtiments prioritaires, là où un maximum de gens y vont, pour les rendre le plus accessible possible. Quelles sont les parties de la ville qui deviennent prioritaires aussi et donc vont faire le choix des décideurs sur le type de travaux qui doivent y être effectués. Mais c'est comme tout. Moi, je pense que la meilleure façon de pouvoir y arriver, c'est déjà d'avoir un élu thématique investi et qui portera ce sujet jusqu'au bout du mandat. Les moyens, on les trouvera. On est en pleine rénovation urbaine, les moyens, on les trouvera. Je pense que si on a un élu acharné et déterminé, on ira jusqu'au bout de la mission qui est la nôtre. C'est parce que le handicap est oublié quelque part, il est rappelé par la loi, mais il est oublié intrinsèquement parlant, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut faire preuve d'énormément de bienveillance, mais le rappel est obligatoire pour que les choses se fassent. Il faut des gens déterminés pour aller jusqu'au bout de la mission qui est la nôtre. Et puis le handicap n'est pas une priorité par rapport à d'autres problématiques qu'il puisse avoir dans une ville. C'est pas que c'est pas une priorité, c'est que elle est parfois oubliée. Elle est le parent pauvre des politiques publiques. Comme la psychiatrie d'ailleurs. Comme la psychiatrie. Comme la psychiatrie d'ailleurs, comme la vieillesse. Complètement d'accord. Et l'histoire nous rattrape. Ce sont des thématiques qui deviennent stratégiques, primordiales, en tout cas pour l'accessibilité dans la ville. Et je pense que si nous n'y prenons pas garde, l'histoire nous rattrapera. D'autant plus que j'ai dénombré plus d'une centaine de structures à Roubaix en lien avec le handicap, que ce soit les centres médico-sociaux, que ce soit les associations, les ESAT, entre 100 et 150 quand même établissements en lien avec le handicap, ce qui est énorme. Quand on regarde comme ça, on fait un peu un coup de projecteur, on se dit mais c'est un tissu associatif qui est riche justement. Comme tous les tissus associatifs roubaisiens. Je peux te dire que c'est une ville où la solidarité est vraiment le fer de lance de la politique publique. Et sans les associations, très honnêtement, cette ville n'y arriverait pas. Je le dis en toute transparence et en toute honnêteté. Alors tu dénombres une centaine d'associations qui travaillent sur le sujet. Très bien. Quels sont les moyens qu'on leur donne pour travailler réellement sur le sujet ? Quelles sont la mise à disposition de locaux municipaux ? Quel est le soutien apporté par le CCAS pour la centaine d'associations ? Et quelles sont les politiques publiques qui sont déclinées, même si elles sont mises en œuvre par l'institution ? Quelles sont les politiques publiques qui peuvent être déclinées par ces associations sur le territoire ? Je crois beaucoup à l'essaimage. Je pense que la politique ne peut pas tout, la politique ne décide pas tout, et fort heureusement, et que associer ce tissu associatif aussi dense dont tu parles avec une politique publique qui est visible et puissante, ça devient plus qu'intéressant, et je pense qu'on peut faire bouger les lignes à ce niveau-là. Complètement, oui. Oui, la politique ne peut pas tout. Elle peut écouter, elle peut surtout écouter et essayer de mettre en œuvre et créer une forme de collaboration, un esprit collaboratif entre ces différentes instances, parce qu'il y a les centres médicaux, il y a les ESAT, etc. Et ça me permet de rebondir par rapport aux jeunes et l'emploi. Là, je vais te donner un exemple. C'est un jeune qui se rend donc à la mission locale à Roubaix. Il a l'allocation adulte handicapé, mais il souhaite faire des études ou faire une formation. Et on lui répond bien gentiment, mais écoute garçon, tu as l'allocation adulte handicapé, en gros, rentre chez toi. Tu penses qu'on en est là ? C'est concret, c'est un fait. D'accord. Alors, tu sais, il y a bien un sujet qui m'horripile, c'est de faire en sorte que des gens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ne soient pas acceptés dans une société aussi providentielle que la nôtre. Une personne qui est handicapée, je pense que, quel que soit l'individu, que tu sois un homme, une femme, peu importe tes origines ethniques, sociales, religieuses, chaque individu a un talent. La puissance publique, c'est de donner les moyens de l'expression de ce talent et de le reconnaître. Donc, tu vois, là, tu viens vraiment de m'énerver. Parce que si j'avais la personne qui assume une mission de service public au sein d'une entité comme la MIE et qui, d'emblée, prétend
que l'individu, peu importe qui il est, en face de lui, n'a pas sa place, alors là, ça risque de fortement m'énerver, parce que je ne connais personne dans cette ville, dans ce pays, sur cette planète, qui n'ait pas un talent à exprimer, qui ne peut pas apporter quelque chose à notre société. Que l'on soit handicapé ou pas, que l'on soit de n'importe quelle couleur, cette personne doit trouver sa place. Et c'est la grandeur de la force publique, c'est la grandeur de la puissance publique que de créer le creuset dans lequel cette personne va s'émanciper, trouver la liberté et exprimer ce talent. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Malheureusement, c'est pas la réalité. Des exemples, je peux en donner plein à l'appel ou surtout par rapport à des jeunes. Là, je parle exclusivement des jeunes qui se retrouvent comme ça. Là, par exemple, la mairie de Roubaix, un jeune qui souhaiterait avoir un stage en informatique, on lui répond non parce qu'il est malvoyant. Alors que là, c'était le stage qui lui permettait de valider son année. Et donc, sans aucune explication, on lui dit non. Je ne dis pas qu'il faut dire oui à tout le monde, mais on ne peut pas comme ça dire bah voilà, tu n'auras pas ton année, tant pis pour toi, juste à cause d'un stage. Et je trouve ça dommage. Et la réponse, c'est on ne saura pas quoi faire avec toi. Et ça, des choses comme ça, je trouve ça déjà, d'une part, inadmissible. Puisque ces jeunes-là, ils se retrouvent isolés chez eux, à toucher la hache, ils n'ont que 20 ans, ils veulent s'exprimer, ils veulent travailler, ils veulent se former, ils veulent étudier, et malheureusement, ils se retrouvent face à des murs, je n'implique jamais les agents, mais face à des personnes qui ne sont pas au courant du handicap, et sous prétexte qu'ils ne soient pas au courant de telle ou telle adaptation, on va dire, non, finalement, reste chez toi. Écoute... Tu vois, c'est... ce que tu me dis là est juste inadmissible, parce que l'endroit où se trouvait cette personne, ce qu'on appelle la maison communale, d'accord ? Elle n'appartient à personne, elle n'est pas sanctuarisée, elle est au contraire ouverte vers la rue et donc ouverte vers l'autre. Si ce que tu me racontes est vrai, moi je peux te dire que Non, mais j'en doute pas. Si un jour je venais à être aux affaires et qu'on me rapporte ce genre de propos ou ce genre d'attitude, tu verrais ce que serait un homme en colère. Dans tous les cas, voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais porter à ton attention, à tous ces jeunes qui hurlent, qui aimeraient travailler, etc., qui veulent s'intégrer dans une société et que cette société les repousse quelque part et ils se retrouvent finalement isolés chez eux avec une allocation qui est à 1 000 €, même pas. Alors, là, tu me parles de quelqu'un qui est en situation de handicap. Je vais te raconter une autre histoire qui est aussi édifiante parce que ce que tu décris touche tout le monde. Un jour, on m'appelle au cabinet, parce que souvent je règle des problèmes dans ce lieu qui doit servir normalement à soigner, une jeune fille qui avait eu tous ses examens écrits d'expertise comptable. Il ne lui manquait plus qu'un stage pour pouvoir y arriver, un stage validant, d'accord ? Et puis, des gens du MEDEF me demandent de me rencontrer pour pouvoir débattre de certaines problématiques roubaisiennes. Donc j'accepte bien volontiers en leur proposant de venir plutôt sur le territoire, plutôt que j'aille dans un bureau expliquer, je préférerais les emmener voir de visu. Ce jour-là, il y a eu plusieurs interventions. On a parlé de la dépendance à la drogue, et puis une deuxième intervention où j'ai présenté une quinzaine de jeunes, donc de jeunes filles et de jeunes garçons, qui tous avaient une seule et même ambition, pouvoir s'en sortir et pouvoir valider le destin qu'ils avaient voulu pour eux. Ils étaient accompagnés de leur maman parce que à Roubaix, rien ne se passe sans les mamans. Elles sont le fer de lance, le pilier sur lequel les pouvoirs publics peuvent s'appuyer. Elles ne fléchissent jamais. Et ça, c'est une force qu'on a dans la ville, mais bien au-delà de la ville. Je sais que beaucoup de familles reposent sur le pilier central qui est la maman. Eh bien, on a fait le tour de table. Des jeunes filles nous ont dit qu'elles étaient parties faire infirmière à Moucron. D'autres, un autre garçon dont j'avais révélé le talent auprès du papa est parti à Henri IV faire une prépa, donc l'une des plus grandes institutions de France qui forme des esprits brillants. Tout ça sans l'aide publique, vraiment avec des bouts de ficelle qu'on est parvenu à le faire. Et puis, il y a eu un témoignage qui a été accablant, qui nous a brisés.
Cette jeune fille, qui était venue bien apprêtée avec sa maman main dans la main, on lui a donné la parole. Et puis, elle raconte son histoire et elle finit par éclater en sanglots. Et tiens-toi bien, elle leur a dit « Monsieur, je ne veux pas de Louboutin, je ne veux pas vivre à Dubaï, je veux juste devenir expert comptable. Et aujourd'hui, j'ai envoyé 200 lettres pour faire un stage et personne ne m'a répondu. » Et elle a éclaté en sanglots au point où la directrice de cabinet de ce monsieur a fini par en pleurer. Le lendemain matin, par un simple coup de téléphone, elle avait son stage. Ça veut dire, Wahiba, qu'on vit dans une société où les réseaux ont pris l'ascendant sur tout. Tu connais quelqu'un, tu as ton stage. Tu connais quelqu'un, tu as le bon niveau de réflexion. Tu connais les gens, eh ben, on va t'emporter dans des réseaux qui vont t'emmener vers les sommets. Tu connais, ben, au final, tu vas choisir les bonnes disciplines qui vont bien et qui finissent par payer dans un emploi stable. Et ça, c'est juste désopilant. C'est-à-dire que dans cette société-là, je n'aurais jamais été orthodontiste. Jamais. Parce que je n'avais pas les réseaux, je n'avais pas les connexions, et que, pour être sincère avec toi, au début de ma carrière, je ne savais même pas ce qu'était qu'un orthodontiste. C'est la rencontre de certaines personnes qui m'ont initié dans ce domaine et qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et donc, moi je te le dis, là, la force publique est défaillante. Là, la puissance publique ne s'exprime pas. On doit réussir, comme je te le disais tout à l'heure, à reconnaître le talent et à y mettre l'énergie nécessaire, et c'est là toute l'honorabilité de la fonction publique, toute l'énergie nécessaire pour emporter cette personne vers des sommets. Parce que cette personne passera du stade de problème à celui d'ambition pour finir à la solution. Il aura une partie de notre destin entre ses mains. Donc, soit on continue à le pousser vers les problèmes et on ne le verra jamais sortir la tête de l'eau, soit alors on se retrousse les manches et on passe de l'ambition au destin. L'image que tu viens de donner, enfin l'exemple que tu viens de donner est criant, hein, en fait, de vérité. Je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, si tu n'as pas de réseau, si tu ne connais pas un tel ou un tel, tu as beaucoup de mal à avancer. Alors imagine quand c'est une personne qui... moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le milieu du handicap et des cas concrets, j'en ai entendu. Hein, des personnes qui marchent à quatre pattes parce qu'elles n'arrivent pas à se repérer chez elles, des personnes qui sont enfermées chez elles au 10e étage parce que l'ascenseur ne fonctionne pas. D'ailleurs, il y a une personne qui est décédée, une personne en situation de handicap parce qu'il y avait le feu et tout le monde l'a oublié. Elle est enfermée chez elle, enfin, elle était prisonnière chez elle, en fait. Et ça n'arrive pas qu'au niveau national, ça arrive aussi à Roubaix. J'ai travaillé à Roubaix pendant plus de 10 ans. Et ces cas-là, je les ai vus, je les ai entendus. On a sollicité la mairie, on a interpellé, d'où le monde associatif, qui viennent en aide pour ces personnes. Et moi, pourquoi je suis là en face de toi ? C'est justement parce que tu es candidat donc à la mairie. Et c'est surtout pour indiquer, il ne faut pas oublier, il faut interpeller toutes ces personnes. J'ai dit plus de 6% de personnes en situation de handicap. On ne les appelle pas juste pour voter. C'est des personnes, voilà, c'est des personnes qui sont là, qui font partie de la société. Je dis nous, parce que j'en fais partie. Nous ne sommes pas exclus. J'aime pas ce mot-là, d'ailleurs, le mot quand on dit voulez-vous vous intégrer. Je suis pas intégrée en fait, puisque je n'ai jamais été exclue. Non, je fais partie de la société. Donc ce mot d'intégration me gêne un peu, ce mot d'inclusion me gêne un peu. Pourquoi ? Parce que quand tu inclus quelqu'un, c'est que tu l'as exclu, on revient à la même chose, et je fais partie de la société comme toutes ces personnes en situation de handicap. Écoute, ouais, si aujourd'hui je ne savais pas le type de handicap que tu avais, j'aurais une personne en face de moi avec, en toute transparence, avec tous les moyens intellectuels, les mots nécessaires pour exprimer une volonté et au-delà de la volonté, exprimer une envie. D'accord ? Je pense que tu es une personne qui dégage une force de caractère hors du commun. Et peut-être que tu puisses cela du fait que tu as un handicap. Moi, je pense que les personnes dites handicapées, d'accord, sont des personnes qui ont développé une maturité, un sens de l'existence, une débrouillardise,
une ambition pour les autres, une bienveillance à l'égard d'autrui qui peut-être est l'honneur de notre société. Je pense que vous êtes une des solutions à notre problème, l'ego. Beaucoup de gens finissent par se perdre autour de leur nombril, alors que tout va bien chez eux. Ils ne sont pas malades, ils ont un toit, ils ont une famille, ils sont reconnus dans la société, et pourtant ils se perdent. Quand tu discutes avec eux, je le fais au sein de mon cabinet, ils se sentent perdus, n'ayant pas de but. Toi, il te manque un truc, d'accord ? Et tu en as fait une force. Et à aucun moment, dans la discussion que l'on a, tu ne t'es plaint. À aucun moment, tu n'as été suppliante. Ce que tu as dit, c'est un truc qui est génial. Ce n'est pas parce que je suis handicapé que j'ai besoin d'être accepté, ou j'ai besoin d'être reconnu, ou j'ai besoin d'être mis dans la société à une place privilégiée, parce que j'ai un handicap. Tu demandes à être reconnu comme tout le monde, avec ta force, tes faiblesses peut-être, comme chacun d'entre nous, et surtout avec ton ambition. Et ça, c'est ce qui fait que tu es un être d'exception. Et faire partie de la société. Je ne parle pas au nom de toutes les personnes en situation de handicap, mais par rapport à mon expérience et faire partie de la société. C'est-à-dire que là, je parle aussi... tous les exemples que je te donne, c'est des exemples qui ont été vécus ou rapportés, etc. C'est par exemple aller au théâtre et rentrer par la sortie, par l'issue qui est derrière, en fait. Je trouve ça humiliant. Donc là, par exemple, j'étais au théâtre là, à Roubaix. Bon, j'ai bien vérifié, je suis rentrée par la porte principale. Mais en fait, tout ça pour dire que les personnes en situation de handicap... Comme quoi on y arrive aussi à Roubaix. Oui, il n'y a pas que des mauvais côtés, quand même. Je ne peux pas non plus dire que tout est... non, il y a quand même une volonté. Je parle du monde associatif, je parle des milieux culturels, etc. Par contre, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Par contre, au niveau des politiques, ils sont sourds. Sourds aux besoins des personnes en situation de handicap, sourds au niveau des associations, c'est pour ça qu'elles se créent. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir au niveau du logement également. Les personnes en situation de handicap, je parle de mobilité réduite, ont besoin d'un logement adapté. Pour certaines personnes, elles ont besoin aussi de se retrouver près de leur famille. Et pour d'autres personnes, par exemple une personne non et malvoyante, elle n'a pas besoin d'être au rez-de-chaussée, elle préfère peut-être être à l'étage. Enfin voilà, il y a tout ce genre de choses. Et là, au niveau du logement à Roubaix, c'est très compliqué. Mais c'est compliqué pour tout le monde. Oui, ça, non, mais je suis complètement d'accord. Le logement à Roubaix est une préoccupation du quotidien. La demande est abyssale et les solutions, somme toute, assez restreintes. Ceci étant dit, c'est une préoccupation parce que quelqu'un qui n'a pas d'adresse, c'est un enfer aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas d'adresse, pas un lieu pour rentrer chez lui le soir, vit un enfer. Donc la puissance publique, les pouvoirs publics sont contraints normalement par la loi de permettre à chacun d'avoir un toit. Force est de constater que ce n'est pas possible. Et que ce toit soit accessible, parce que si c'est une personne en fauteuil roulant et qu'on lui propose 10e étage sans ascenseur... Et que ce toit soit accessible. Oui, on est bien d'accord. C'est surtout ça, mais en fait. Il y a des solutions. Oui. Il y a une problématique qui est identifiée et je pense que pendant la campagne, ça fera aussi un sujet de plus à mettre sur la table et on verra quelles sont les solutions dont on dispose pour pouvoir résoudre en tout cas une partie du problème que tu soulèves aujourd'hui. Ou l'adapter. Ouais, ou l'adapter. En tout cas, adapter les commissions d'attribution pour que le handicap soit aussi quelque chose sur lequel les gens soient suffisamment sensibilisés pour prendre les bonnes décisions. Oui, d'ailleurs, de commissions qui n'existent pas aujourd'hui à Roubaix. Il n'y a qu'une commission d'accessibilité pour les ERP, etc. Mais il n'y a pas deux commissions où on retrouve des usagers, etc. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Bon, ça, c'était en aparté. On va y pallier, ne t'inquiète pas. Dernier point, c'est la parentalité.
tous les parents qui deviennent aidants. On a quand même pas mal de parents d'enfants en situation de handicap qui deviennent des aidants par la force, enfin malheureusement, force à eux surtout, mais par la force des choses. Et c'était par rapport aux accompagnements scolaires, tout ce qui est accompagnement scolaire, ça, les AESH. Qui sont il n'y a pas beaucoup d'AESH à Roubaix, il n'y a pas beaucoup d'AESH au niveau du rectorat de Lille. Et là, comment la mairie peut remédier à cela ? Alors là, c'est une démarche purement territoriale, c'est-à-dire que le rectorat fera ce que la loi l'oblige. Ensuite, faire plus, c'est sur le denier, vraiment sur le budget de la municipalité. Et il faut trouver les marges de manœuvre pour pouvoir proposer une démarche qui soit proactive, se dire que là aussi, il y a du grain à moudre et il y a des solutions que nous pouvons envisager, ma chère Wahiba. C'est une position politique, mais c'est une décision qui est un marqueur important de la société dans laquelle on veut vivre. Ouais, parce que tu te retrouves avec des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas d'AESH. Alors ça, je te promets, si un jour je suis aux manettes, de te trouver une solution. Elle est bien dans un coin de ma tête. Écoute, c'est parfait. Donc, dans tous les cas, moi, j'étais ravie, en tout cas, d'échanger avec toi. J'espère que là, on a beaucoup discuté. On a survolé pas mal de points qui méritaient d'être approfondis point par point. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que si un jour tu es aux manettes, tu n'oublieras pas cet échange. Et j'espère que tu seras là pour me tirer les oreilles. J'espère Moi, j'ai aussi 2 questions à te poser. Oui. Alors, voilà, tu m'as interrogé. C'était hyper constructif et surtout, tu le fais avec une telle élégance et une telle bienveillance que l'exercice est plus que sympa. Moi, j'ai 2 questions à te poser. Est-ce que les questions que tu m'as posées, tu les as posées à d'autres candidats ? Est-ce que tu as pu rencontrer d'autres personnes, des décideurs qui ont pu t'éclairer sur leur position ou jusqu'où ils étaient capables d'aller, jusqu'où ils étaient capables de entre guillemets, aider la cause ? Alors, le maire actuel, j'avoue, pas de nouvelles, c'est lettre morte. Les prochains, non, j'ai encore rencontré aucun des candidats, mais je t'avouerai que je compte bien faire une lettre ouverte à envoyer à tous les candidats. Une excellente nouvelle. Et la deuxième chose, Wahiba, je trouve que tu es une personnalité lumineuse, tu as énormément d'idées, tu performes en tout cas sur la question, et je comprends pourquoi. J'aimerais te faire une proposition, ne me réponds pas ce soir, d'accord ? J'aimerais te la faire en toute transparence, parce que je trouve que tout cela aurait du sens. Tu me dis demain, Karim, je serai là pour contrôler que tu conduises tes décisions politiques à l'éclairage de ce que nous venons de nous dire et à l'éclairage surtout qu'il existe un monde, celui des handicapés, et que ce monde, celui des handicapés, ne doit pas être inclusif ou il doit exister pour ce qu'il est, c'est-à-dire des êtres faits de chair et de sang, qui doivent aller et venir, en oubliant quelque part, si on allait jusqu'au bout de la démarche, leur handicap. Et on a des enfants qui, aujourd'hui, doivent être intégrés dans des classes sans que l'on puisse, à un moment donné, se dire « oui, mais ils n'y arrivent pas parce que ils y arriveront ». Et ça, j'en ai l'intime conviction. Moi, j'aimerais que tu m'aides là-dedans. Et j'aimerais aussi, si un jour j'arrive aux manettes, qu'une femme de caractère comme toi, avec cette ambition, avec cette volonté, avec ces idées, puisse m'éclairer sur les choix à faire, puisse m'aider à prendre les bonnes décisions, voire à les prendre à ma place. Mais écoute, c'est un honneur déjà, tout ce que tu viens de me dire, c'est très gentil. Tu me laisses le temps de la réflexion, sachant que le handicap me porte. Hein, c'est vraiment, tu as pu le voir, c'est un sujet qui me porte, humainement parlant déjà. Et j'aimerais que ma ville
Moi, je suis à Roubaix depuis 4 ans, mais j'aimerais que ma ville soit à la hauteur... des enjeux. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoute, cette proposition, elle va tenir jusqu'au moment où tu prendras ta décision. Mais sache-le, ça serait un honneur pour moi de partager du temps, de partager ton enthousiasme et de partager surtout ta volonté. Et ça serait un honneur pour moi que, à tes côtés, nous puissions conduire une politique publique en matière de handicap et en matière de propositions qui deviendraient des propositions métropolitaines allant jusque-là. Ça serait un honneur pour moi d'être à tes côtés. Avec plaisir. Merci en tout cas. Réfléchis bien. Merci. Envoie un MP sur nos réseaux pour venir interviewer Karim et passer dans les Soreuses. À très vite.